À l'initiative du mouvement ATD Quart Monde, pendant 3 ans, plus d'1 millier de personnes sur 5 continents, confrontées chaque jour à la violence de la misère, ont partagé leurs souffrances, leurs résistances et leurs initiatives. Elles ont pu croiser leurs connaissances avec d'autres acteurs de terrain, des universitaires, des responsables publics. Certains d'entre eux se sont retrouvés pour tirer des conclusions, faire des propositions lors d'un séminaire au Centre international d'ATD Quart Monde en France, puis à l'UNESCO à Paris. Nous ne sommes ni reconnus ni traités comme des êtres humains. Lorsque l'ouragan Katrina s'approchait des côtes de la Nouvelle-Orléans, aux USA, les gardiens de la prison enfermèrent les prisonniers et partirent. Quand les barrages ont cédé, les eaux sont montées. Les hommes entendirent l'eau arriver et le niveau monter dans leurs cellules. Ils escaladèrent leurs lits superposés, persuadés de l'arrivée des secours. Mais personne ne vint. On nous a toujours dit que nous serions expulsés, car notre présence salit la ville. La commune a interdit nos installations et j'ai demandé ce qu'on va faire de tous ceux qui étaient là. Ce sont des gens très pauvres. Pourquoi vous ne voulez pas qu'on s'installe ici? Et puis on ne va pas déranger la sécurité publique, on va plutôt la renforcer. Alors, la commune a fini par accepter. Le fait de regarder les images dans les livres, cela développe l'intelligence de nos enfants. Finalement, nous avons été chassés pour que la Société des trains, Madarai, puisse récupérer l'endroit. On nous a mis dans une carrière. Ils ont dit qu'ils allaient nous venir en aide et d'avoir de la patience. Mais à ce moment-là, on n'a pas mangé pendant presque 2 semaines. On a passé plus d'1 an dans ce trou, alors qu'on était là seulement pour 3 mois. Et au bout d'1 an, ils sont venus nous chercher à 4 heures du matin. Et on vous a déplacé à Carrefour. C'est là qu'on a vraiment souffert. On n'avait même pas les moyens d'enterrer nos morts. On avait des malades sans personne pour les soigner. Des morts sans cercueil. On s'est demandé quoi faire. Et finalement, on a décidé de partir. Quand nous sommes arrivés ici, les propriétaires du village se sont plaints. Ils nous ont dit qu'on ne pouvait pas faire des récupérations sur la décharge. Quand le maire est arrivé, il a dit qu'on ne pouvait plus bâtir de maison ici et qu'on devait ramasser tout de suite nos affaires et partir. J'ai dit que ces gens-là ne sont pas des voleurs, car c'est moi qui les accompagnais ici. Il a dit que j'étais responsable de ces gens-là, et j'ai confirmé. Nous sommes allés là-bas et on a fait des signatures pour parrainer les gens. On nous a dit qu'on n'avait pas le droit de construire des maisons, mais ils nous ont quand même autorisés à bâtir dans l'eau, à l'emplacement des rizières. Je n'ai pas arrêté de défendre la cause de ces familles auprès du comité de village, en disant que ces personnes sont des hommes et non des animaux. J'ai 6 enfants, 13 petits-enfants. J'ai été une bonne mère, même si les gens m'ont fait sentir le contraire. Et pour moi, cela a été très difficile d'abandonner ma maison pour aller là où les gens ne me traitent pas mal. Parce que toute ma vie, j'ai vécu seule. Et j'ai toujours dû laisser mes enfants seuls pour pouvoir aller travailler et leur permettre de faire des études. Pour que dans le futur, ils soient des gens bien et qu'ils ne laissent personne les humilier comme cela m'est souvent arrivé à moi. J'ai perdu un fils de 15 ans et nous ne l'avons jamais retrouvé.
C'est à cause de la violence que subit mon pays. Si je m'étais enfermée à pleurer sur ce qui m'arrivait, peut-être que je serais déjà morte. Rester seule, enfermée dans sa souffrance et ne parler à personne, pour moi, c'est le pire. Quand les gens vous traitent de moins que rien, cette provocation perpétuelle vous amène à vouloir répondre au mépris de l'autre, à vouloir répondre à la violence de l'autre. Je travaille dans une structure qui essaie d'accompagner les enfants et les jeunes qui vivent dans la rue. J'ai eu l'occasion d'assister à un enfant qui avait la jambe fracturée. Il a traîné 3 jours à l'hôpital. Il fallait que je poursuive le médecin de salle en salle. Si je n'avais pas été là, sa jambe n'aurait pas été plâtrée. Beaucoup de jeunes n'osent pas aller dans les centres de santé s'ils n'ont pas le minimum nécessaire, s'ils n'ont pas d'accompagnement. Alors, on ne les considère pas, on ne s'occupe pas d'eux. Dans ma vie, j'ai rencontré plusieurs personnes qui souffraient de ne pas pouvoir soutenir leur famille. Il y a des pères, quand le crépuscule approche, ils ont le cœur qui se serre parce qu'ils savent qu'ils doivent rentrer les mains vides. Ils souffrent en silence dans leur famille. Lors de notre séminaire, nous avons visité un cimetière dont une partie, comme dans la plupart en Grande-Bretagne, était réservée aux indigents. Pas de pierre tombale, pas de nom, rien qui puisse indiquer qui gisait là. Dans la mort, comme dans la vie, les pauvres n'étaient plus rien. C'était comme s'ils n'avaient jamais existé. Moi, j'ai été placé à l'âge de 2 ans et demi. J'ai été dans la violence. On m'a maltraité. Je ne l'ai pas demandé. Avec les jeunes en institution, oui, j'ai perdu beaucoup. Et la plupart, ils sont morts. Oui, ou en prison. Tu sais, c'est difficile depuis que tu es petit. Quand tu as fait du mal. Très difficile. Et alors à s'en sortir. Parce qu'on t'explique pas. On te dit rien. On te met un service social et on t'explique rien. On va pas t'aider. On va pas te trouver un appartement, un logement ou quoi que ce soit. La maison du sans-logis. Allez là, on va me recevoir. Tu rentres là-dedans et tu ne sais pas. Tu es avec tous des gens qui sont aussi malheureux que toi. J'ai été 3 ans dans la rue. J'ai dormi dans les usines, dans les vieilles maisons, abandonnées et tout. Et j'allais mendier aux portes pour pouvoir nous nourrir. 3 ans comme ça, sans sécurité, sans rien. Et pourtant, je m'en suis sorti. J'ai donné à ma fille une maison. Moi, c'est encore rien. La difficulté, c'est tous ces pauvres gens qu'on ne connaît pas et qui sont dans la misère et qui chaque jour essayent de survivre. Bien sûr, quand on se retrouve au chômage, c'est une souffrance. Et j'en connais plein qui sont à la rue. Là, c'est encore une souffrance. Alors, où est la beauté? Il n'y a pas de beauté. Il n'y a que les gens qui ont travaillé et qui n'ont plus rien. Au Sénégal, il y a les fêtes
de ne pas pouvoir enregistrer les enfants à la naissance. Quand une femme va accoucher, il faut une quantité d'argent pour payer l'accouchement. Comme ils ne peuvent pas payer, les postes de santé les retiennent l'acte d'accouchement. Si tu n'as pas ça, tu ne pourras jamais enregistrer tes enfants à la mairie. Ces enfants, jamais ils pourront aller à l'école. Ces enfants, jamais pourront avoir une pièce d'identité, ni participer aux sélections du pays. Pour moi, c'est la négation extrême de qu'une personne existe. Dans un des quartiers où on va, ça a été 3 années de démarches pour prouver que les familles voulaient inscrire les enfants à l'école, mais qu'il fallait faire toute une préparation avant. Les sacs de naissance. On arrive cette année à convaincre, après 3 ans, à réouvrir les classes de cette école, avec toute une démarche, pour que les familles puissent payer petit à petit l'école. C'est tellement de réussite que le directeur m'annonce que l'année prochaine, il ne va plus être en école communautaire et que ça va devenir en école privée. En sachant que les familles pour lesquelles nous, on a réouvert l'école, l'année prochaine, ils ne pourront pas y aller à l'école. Pour moi, c'est une violence extrême de dire à quelqu'un, tu t'as battu pour l'école, mais maintenant qu'on voit que l'école réussit, on vous laissera encore une fois de côté. Le fait de ne pas prendre le temps de rester dans les quartiers, de connaître ce que les familles vivent dans les quartiers, ils sont tellement en décalage qu'ils laisseront toujours de côté beaucoup de familles parmi les quartiers, parmi la communauté. À Anochka, il y a 85% de parents qui ne savent ni lire ni écrire. Quand les gens vont faire des démarches dans les bureaux, ils doivent toujours se faire accompagner. Quand ils sont obligés d'apposer leur pouce sans savoir ce qui est écrit sur le papier, c'est une violence. J'ai vécu la violence de la misère quand les gens m'ignoraient, moi et ma famille. Surtout, les regards des autres. Je peux donner l'exemple de l'école où va ma petite sœur. Elle est tellement traumatisée qu'elle a peur d'aller à l'école, parce que les professeurs lui disent qu'elle est une incapable, qu'elle ne va pas réussir. On la met toujours au fond de la classe. Donc, parents, vraiment, pour eux, c'est difficile de faire vos enfants à l'école. Pour les parents, c'est difficile d'envoyer leurs enfants à l'école avec le ventre vide. Certains parents sont révoltés. Ils se demandent pourquoi les professeurs mettent leurs enfants au fond de la classe. Et de voir les autres élèves se moquer de leurs enfants en disant « Ah, tu ne sais pas apprendre, c'est pour ça que tu es derrière. » Il y a des enfants qui réfléchissent. Il y a des enfants qui réfléchissent et ne trouvent pas ça normal. Ils le disent avec leurs mots à eux, mais le professeur ne les écoute pas. Il y a des gens qui ne parlent pas de la violence qu'ils ont reçue. Parce que c'est pas facile de dire la violence qu'on a reçue. Non, on ne se met pas en colère. La colère est comme un silence. C'est un silence qu'on a en soi, dans l'âme. La colère, elle est là, mais elle fait partie du silence. Donc, c'est-à-dire, il n'y a pas d'agressivité, il n'y a pas tout ça. On est tellement écœuré qu'on ne parvient plus. Donc il y a le silence. Le silence, c'est comme la nuit. Et pourtant, on aimerait voir le jour. Ah, la clarté. Mais on est tellement épuisé qu'on ne peut plus. Et pourtant, on a la force. Je suis arrivée dans cette communauté à cause du génocide qui a exterminé toute une ethnie. Je suis arrivée pour chasser. Cette communauté dans laquelle je vis, c'était une communauté considérée comme de seconde zone, oubliée de l'histoire.
Je trouvais humiliant et honteux de vivre dans cette communauté. Mais ATD nous réunit sans faire de distinction. Il apparaît comme notre médiateur. Quand les gens ont des problèmes entre eux, les travailleuses sociales d'ATD cherchent un moment pour leur rendre visite en famille. Ceux qui ont perdu les leurs pendant le génocide, elles les réconfortent. À ceux qui ont participé au génocide, elles leur disent que ce qui s'est passé est un malheur qui s'est abattu sur le pays. Que ce n'était pas une idée venant de leur cœur, mais plutôt une loi venant des autorités. Qu'ils doivent se réconcilier afin de pouvoir continuer à vivre comme des frères et des sœurs. Celui qui a un cœur pareil, si on parvient à le découvrir, on le conseille et il peut changer parce qu'on est proche de lui. Quand j'ai connu le mouvement, j'étais une personne timide. Je ne parlais à personne, je ne partageais pas ma douleur. Je connaissais la douleur d'autrui, mais je ne pouvais pas dire aux autres de l'exprimer, parce que je ne le savais pas. Mais avec le savoir que j'ai eu à ATD, j'ai appris à donner de l'amour, à aider mes voisins, mes amis et mes enfants en particulier. Nous avons entendu des gens de partout dans le monde parler du fait qu'ils ne pouvaient pas dire ce qu'ils sentaient, qu'ils ne pouvaient pas participer à la prise de décision, parce que personne ne pensait qu'ils avaient quelque chose à contribuer. Si tu ne peux même pas dire ce que tu penses, ce que tu ressens, cela te casse, cela te blesse. Et des personnes cassées qui vivent ensemble deviennent une communauté cassée, une société cassée. Bon, tu poses la question de la paix. Mais il faut régler le problème de la misère, parce que si tu as la misère, tu n'auras jamais la paix. Là, en dessous du pont, là, un peu plus loin, il y avait un mobile-home, mais il y avait une famille gitane qui était là et que tous les 2 jours, la police venait pour les chasser. Ces personnes-là sont chassées de tout le monde et maintenant, ils ont chez eux maintenant. Moi, je les ai connus un peu plus bas. Alors, j'ai continué à dialoguer avec eux, là, en dessous du pont. Il y a beaucoup de gens qui allaient vers eux? Non, il y avait que moi. Il n'y avait que toi? Et Michel. Du fait que tu côtoies ces gens-là, je regrette, tu es catalogué. Pourquoi? Parce que j'aide quelqu'un. Aider quelqu'un aujourd'hui, c'est une violence. Alors moi, je cherche la paix à travers les autres, une paix intérieure surtout, parce que la paix, je ne l'ai pas en moi-même. Tout ce qu'on vit remonte en surface. C'est la souffrance de notre enfance remet en surface. Déchiré de ses parents, sa propre famille, ses frères et sœurs. Nous interdire de se rencontrer. L'État nous a fait beaucoup de mal. Ils ont un devoir envers nous. Et ça, ils ne veulent pas l'accepter. C'est avec le mouvement, j'essaie de comprendre comment je peux aller derrière. Pour essayer d'avancer, pour essayer de parler plus calmement et dire des choses justes, mais sans m'énerver envers des services sociaux, l'État, tout. C'est pas une image à donner à ses enfants. Quand ils voient leur mère en colère, leur mère révoltée, c'est pas une image, c'est pas un exemple que je dois donner. Pour moi, la paix représente sécurité, la sécurité dans ma famille. Pour moi, la paix, c'est la sécurité dans ma famille. C'est la joie, l'union surtout. C'est ce qui nous aide à combattre. Et si moi je baisse les bras, la famille va baisser les bras aussi. Pour que la paix revienne, il faut faire changer le regard des autres. Moi je dis qu'il faut apprendre à nous connaître avant de nous juger. Mon village est un village qui est relogé. Mon village, c'est un village de relogement. Quand nous sommes arrivés, tout le monde a pu avoir une maison. Mais en fait,
On était tous éparpillés. Chacun rentre chez soi et ne connaît plus son voisin. Et le centre social est resté fermé. Cela m'a pris 3 ans pour reconstruire cette solidarité. On ne peut pas parler comme ça de la paix en l'air. Il faut qu'elle soit au fond de notre cœur. Je dois considérer à égalité toutes les personnes du village. Moi, déjà pauvre dans mon quartier. Dans mon quartier, j'ai vécu la pauvreté. J'étais dans la misère. Ce que je peux partager avec les autres, c'est ce qu'on peut faire ensemble pour le village. On parle de beaucoup de choses à travers l'éducation. Et moi, à chaque fois que je rencontre un enfant, j'essaye de lui expliquer. Je sais que cet atelier a motivé des familles. Il les a aidés à avoir un peu de paix. Parce que ce que nous gagnons, nous pouvons le partager avec la famille. Nous avons échangé les tristesses, les joies, les peines. Être unis est un très grand succès, une force. Parce qu'une personne seule ne va jamais avoir une bonne réflexion. Avec le génocide que nous avons connu dans notre pays, il y a beaucoup de gens qui n'ont pas de maison. Je suis venue aider dans cette activité avec mes voisins parce que moi-même, j'ai vécu dans la solitude pendant 12 ans. Je souhaite à chacun de sortir de la solitude comme moi. Parce que quand tu sors de la solitude, tout devient possible. La solidarité te permet de retrouver ton intelligence. Tu redeviens calme. Tu vis davantage en paix avec les autres. La sueur que je mets dans le chant de mon voisin parle plus fort que toutes les paroles. Et au camp pénal où j'ai passé longtemps, nous avons vécu une violence extrême. Mais malgré tout, nous avons pris la conscience de nous mettre ensemble. Apprendre à ceux qui ne savent pas lire à lire, du théâtre, de la sculpture, et faire du jardinage. Et quand tu te rends compte que tu peux aussi faire quelque chose de beau, alors ça te provoque à te relever, à relever la tête, à te sentir aussi et appartenir à cette communauté des hommes. Bon, pour moi, la paix, c'est vivre sa vie sans avoir à piétiner qui que ce soit et sans être piétiné par quelqu'un d'autre. Si tous ceux qui sont les plus faibles de la société, si on tient compte d'eux, alors on ne peut que bâtir la paix. Ils seront au cœur de tous les projets. Maintenant, le moment est arrivé de rompre le silence. Si nous gardons silence, je pense que c'est un délit. Le moment de nous exprimer, le moment même de lever la voix, c'est donc arrivé. Comment pouvons-nous honorer le courage illimité de ceux qui sont enfermés, encerclés par l'extrême pauvreté et qui trouvent la force jour et nuit de retrouver des chemins, de se reparler, de se regarder, de bâtir la paix. Tous ces parents qui, la nuit, négocient et jamais aucune télévision on en parle avec les jeunes qui sont désespérés. Et nous le devons à des peuples comme celui de Haïti, humiliés, agenouillés par une aide internationale qui pense du seul fait qu'elle apporte des finances, elle n'a pas besoin de réfléchir avec les Haïtiens eux-mêmes. Tête ensemble, main en main, n'a bâti un lot de main, côté justice, belle main, tout bon va, privé jamais. La paix, elle va commencer le jour que tu vas réaliser
que celui qui est devant toi est la même chose que toi. Un être humain à respecter. Là va commencer la paix. Tête ensemble ak men en main, n'a bâti un lot demain. Côté justice, paix main, tout bon va, rive jamais.